Parmi les gens qui, depuis toujours, changent les choses avec parfois des coups de gueule, il y a Stéphane Juffet, qui, depuis toujours, est quelqu'un qui est à la fois réalisateur, mais aussi start-upper, qui a monté beaucoup d'entreprises. Et Stéphane, il y a 2-3 ans, on s'est rencontrés au Festival de Cannes, et il est venu me parler de Bimersive, et bon, on a compris qu'on avait des trucs à raconter. Donc je suis ravi qu'on le voit. Et encore une fois, on fait un panorama. Hein, on est tous frustrés des demi-heures qu'on passe là, alors qu'on a envie de passer des heures. Mais c'est pour aussi donner envie à tous ceux qui aiment la transformation et l'immersif. On va parler de la question de la plateforme immersive. On ne sait même pas sûr si c'est une plateforme, en tout cas du web immersif. On a le plaisir de t'avoir et aussi d'avoir Eric Garando, le patron de TikTok France. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. On va d'abord commencer avec toi. Il est prêt. Bonjour Eric. Sandre. Salut Eric, c'est un plaisir. Tu étais déjà là quand on avait parlé avec Jean-Michel Jarre et là tu nous fais le plaisir d'être avec nous. Je ne sais pas si tu as pu suivre la discussion jusqu'ici, mais on voit bien que... C'était très intéressant. Merci. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est une espèce de basculement. Et puis on pense qu'il y a des médias ou des expériences qui vont en sortir. On sent que du côté de Snapchat et aussi et surtout de TikTok, les choses bougent. On va commencer avec toi. Parce que pourquoi tu as monté Bimersive alors que tu es un réalisateur de télé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombé de ta chaise? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a quand même une petite précision, c'est réalisateur, oui, mais avec beaucoup de 3D. D'accord. La 3D centrale dans ma vie depuis 20 ans, depuis que j'ai fait l'école des Gobelins, et que j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Maya à ce moment-là. Et en fait, la chose est simple, c'est je connais la 3D un peu sous toutes ses formes, que ce soit pour du jeu vidéo, des effets spéciaux, de la série d'animation et tout. Et je me suis dit à un moment donné, avec mon associé Steve Moradel, on s'est dit peut-être la bataille elle n'est pas forcément sur le contenu du futur des médias immersifs, etc., qui va mêler la 3D temps réel et plein de choses qui sont en train de se construire et arriver très vite en ce moment. On s'est dit c'est peut-être la diffusion en fait. C'est peut-être, alors pas forcément diffuser au sens classique, diffusion vidéo, mais comment on va faire pour que plein d'expériences immersives arrivent à tout le monde, à tout à chacun, à la même vitesse qu'une chaîne YouTube, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut fabriquer très vite. Une vidéo, on la fabrique très vite, on la poste très vite. Donc il y a du contenu sans arrêt. Alors effectivement, il y a des plateformes comme Sandbox et d'autres qui ont des mondes plongés, etc., où on peut fabriquer des choses dans cet écosystème. Mais est-ce qu'il y a des outils pour que chacun puisse créer avec, comme son Instagram, comme son TikTok Creator, pouvoir créer son petit métaverse à soi. Et c'est vers là qu'on va. Avec Bimersive, on a créé un éditeur en fait, qui permet de fabriquer très rapidement, avec des objets 3D animés, des vidéos, du son, du texte, enfin tous les médias qui existent, sur une page web hyper simple, hyper accessible. On regarde la vidéo. Il y a un petit trailer. Ça donne envie Oui. tout de suite. Allez, on regarde le trailer. Ben oui, on est visuel.
Alors, tout ça, c'est avec ton téléphone mobile? Tout ça, c'est fabriqué avec notre éditeur qui est en ligne, tout ce que vous avez vu, et c'est accessible via un téléphone ou un casque VR. C'est-à-dire, je prends mon téléphone. Je me prends mon téléphone et je peux voir en réalité augmentée toutes les scènes. Tout est dans le cloud, tout est streamé et c'est hyper accessible. Et surtout, l'éditeur permet de fabriquer dans un temps record. C'est-à-dire qu'on peut, on fabrique, même pas on fabrique. Je vais chercher, Sketchfab, un truc qui me plaît, je le publie dans l'éditeur, je pousse et tout le monde le voit. Ça prend 5 minutes, 2 minutes. Donc là, par exemple, je peux fabriquer mon petit média en métaverse grâce à votre éditeur. Ouais, et puis surtout, comme tout est dans le cloud, vous pouvez faire votre petit média, puis un deuxième, puis un troisième, et puis créer une chaîne au final. Les exemples qu'on a vus là, c'était dans des salons professionnels, j'ai l'impression d'avoir reconnu Vivatech, c'est-à-dire que tu as commencé déjà à avoir des applications. Alors, on est encore en phase de bêta, c'est pour ça que c'est pas encore commercialisé et tout. On est en train de faire pas mal de case studies avec différents types de projets. On a été partenaire de Vivatech où on a déployé l'application qui s'appelait Vivatech AR, qui était une expérience assez rigolote. Et jamais vu, on a rassemblé 6 très gros acteurs partenaires de Vivatech, des très grosses marques. On est sur plein de sujets différents, on fait un truc alors je ne peux pas en parler, mais juste dire que c'est avec L'Oréal, une création de plateforme pour leur usage interne. On a un très très gros sujet qui va se lancer aux États-Unis qui s'appelle Martial Spirit, qui est une société qui lance un métavers sur le sport de combat. Et on les accompagne là-dessus, c'est Powered by Immersive. Je vous montrerai un petit extrait tout à l'heure parce que c'est assez cool. Et évidemment, tout ça, ça embarque tous les. On essaie de s'adapter à tout, on est en mode agile, quoi. C'est vraiment du développement à la volée parce qu'on voit effectivement, on a vu depuis un moment les NFT exploser, qui pour moi est impossible de passer à côté. Ça va changer Internet, clairement, ils l'ont très bien expliqué tout à l'heure. Ça met une vraie valeur sur les objets, tout le monde devient créateur quelque part, tout le monde devient acteur et créateur avec la nouvelle version d'Internet qui est en train d'arriver. Moi non plus, j'ai pas la prétention de savoir quelle forme ça va avoir, mais on y participe activement et puis on a très envie de voir naître cette réalité. On appelle le métaverse, le cyberspace. Enfin, il y a eu des milliers de noms depuis Philippe Cadic et Isaac Asimov. Mais en tout cas, on veut participer activement à cette transformation et pouvoir donner des outils à tous ceux qui veulent devenir justement créateurs et acteurs. Et que ça soit des marques, que ça soit des sociétés ou que ça soit un individu. C'est-à-dire qu'avec notre outil, à terme, l'idée c'est que n'importe qui puisse créer en 15 minutes un nouveau truc en réalité augmentée ou en réalité virtuelle et proposer une autre expérience le lendemain et ainsi de suite, créer son propre univers. Et ça sera compatible, je l'espère, avec. Il faudra standardiser tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut que la décentralisation est hyper importante. Sandbox l'a très bien expliqué. Il va falloir des standards, que ce soit pour ces avatars, parce qu'il n'y en aura pas un avatar dans chaque monde. On va avoir on a déjà depuis très longtemps plusieurs personnalités dès qu'on plonge dans quelque chose de virtuel, que ce soit dans un livre, dans un film. Sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Ouais, j'allais y venir aussi. Ou dans un jeu vidéo, ou comme l'expliquait hier dans Assassin's Creed, je me mets dans la peau d'eux. Et il y aura autant, à mon sens, de personnalités que de monde. Et voilà, et la NFT est très importante pour moi parce que c'est ce qui donne la valeur sûre de ce qui a été créé et qu'effectivement qu'il y ait un vrai respect de chaîne de valeur. Ce que j'ai toujours trouvé fort dans ta vision et dans la manière dont on a développé cet éditeur, c'est que tu as toujours dit mais il y a 3 milliards de smartphones, pourquoi est-ce qu'on se casse les pieds avec des tas de nouveaux outils? Si déjà on arrivait à faire quelque chose sur le smartphone. Après ça c'est une grande réflexion que j'ai eue avec mon associé Steve Moradel. Les casques, non, il n'y en a pas. Enfin, les gens n'ont pas. Il y a 40 millions. Ça va venir bientôt, c'est en train de venir et tout. Mais par contre, il y a déjà, on disait il y a 2 ans, déjà 2 milliards et demi de téléphones qui sont capables de faire de la réalité augmentée. Maintenant, c'est un usage qui est suivi par les jeunes. Ce qui est très important, c'est on est vraiment drivé par l'usage des jeunes. Ouais. Naturellement, Bimmersive est tourné vers la jeunesse. C'est pour ça qu'on parle de TikTok beaucoup. Non, mais je voudrais justement parler parce que
il s'est passé quelque chose de très important récemment. TikTok est l'application la plus chargée, en train de devenir l'application la plus chargée au monde. Comment est-ce que tu expliques ça, Eric ? Qu'est-ce qu'il y a dans TikTok qui explique cette incroyable puissance ? Merci Alexandre et merci Stéphane pour la transition. Ce qui explique la puissance, je pense, c'est sans doute à la fois la créativité des utilisateurs qui fabriquent les vidéos. Il faut quand même toujours rendre hommage aux auteurs, c'est important. On citait les grands auteurs de science-fiction, et c'est vrai qu'entre de Jules Verne à Klein, les auteurs arrivent toujours à prévoir les évolutions qui vont arriver, qu'on va aller sur la Lune ou qu'on va faire des métaverses. Et ce qui est vrai avec TikTok, c'est que l'application en fait est très immersive. Elle est en soi immersive, c'est-à-dire que c'est très compliqué d'ouvrir TikTok quand on est en réunion. En tout cas, la première fois, ça se surprend parce que d'un seul coup, on a un volume sonore qui envahit la pièce. Et la musique, on le sait bien dans le cinéma, à quel point elle est au moins aussi importante que l'image. La musique, consubstantiellement, est dans l'ADN de TikTok depuis les origines. Donc en fait, on en parlait tout à l'heure dans votre programme sur les voitures elles-mêmes qui utilisent le son, puisque c'est compliqué quand même d'utiliser l'image pour pas distraire le conducteur. TikTok, c'est pareil. Voilà, on est happé par l'application, par la puissance de la musique, mais aussi ensuite immédiatement, évidemment, avec la puissance du montage. Donc la capture de l'image, ça s'est fait par nos téléphones qui sont eux-mêmes des caméras ultra sophistiquées. Et ensuite, évidemment, il y a l'outil que représente TikTok comme studio, en fait, studio d'enregistrement, de mixage, de montage, où on peut maintenant ajouter des effets visuels. On peut justement maintenant utiliser la réalité augmentée. Vous avez toute une batterie de filtres et d'effets en réalité augmentée. Et ça, on est qu'au début, évidemment, de cette révolution. Et donc tout ça mis bout à bout, avec évidemment ensuite la puissance d'un algorithme qui va envoyer les contenus vers les personnes qui ont les plus envie de les regarder. On sait que c'est la troisième révolution après les moteurs de recherche et après l'internet visuel, c'est le fait de dire c'est plus l'utilisateur qui va chercher le contenu, c'est le contenu qui va chercher l'utilisateur dans un monde totalement saturé d'images. Donc je pense que le succès, évidemment, il tient à la fois la créativité des auteurs de vidéos, de notre communauté d'utilisateurs qui est fantastique, qui représente la nouvelle vague du cinéma mondial. Elle est là, elle est sur TikTok et elle a de 13 à 110 ans. Et c'est évidemment l'imagination et la créativité des ingénieurs qui ont conçu évidemment cette machine. Tu as parlé des filtres. Récemment, on a appris que TikTok avait acheté un fabricant de casques virtuels, Pico, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une espèce de course pour ne pas laisser Facebook, qui est tout aussi massif, couvrir tous les maillons de la chaîne, puisque Facebook a déjà Oculus, Facebook a déjà du contenu, il a déjà 2 milliards ou presque 3 milliards d'utilisateurs. Si Facebook devient Metaverse Company, est-ce que TikTok est Metaverse Company ou faut pas, enfin, on sent qu'il y a une puissance là qui est en train de se construire. Comment ? Ultraverse. Comment ? Est-ce que c'est pas une plateforme en fait ? C'est un nouveau web, c'est une nouvelle expérience. Donc moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tous les débats évidemment à la fois sur ce plateau, sur le dernier kiff et puis tout ce qu'on voit évidemment par-ci par-là. Moi je m'occupe de TikTok en France, je m'occupe même des affaires publiques de TikTok France, donc je ne vais pas faire de commentaires sur des décisions qui concernent d'autres entités du groupe, mais il est vrai que sur TikTok déjà on peut voir qu'il y a beaucoup de possibilités d'utiliser la réalité artificielle. On en parle beaucoup, l'augmentée artificielle, oui. Et on en parle beaucoup justement avec les institutions françaises, notamment culturelles. Oui, au centre. On fait d'ailleurs aussi des choses en dehors de la plateforme pour essayer d'appuyer un écosystème qui est en train de se créer en France pour évidemment pousser la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On en a parlé, je crois, la dernière fois. On était partenaire du Grand Palais Augmenté. On a financé une œuvre des Gobelins. Je crois que Stéphane connaît bien cette école. Oui. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire dans l'avenir. Le centre Pompidou-Metz. On est partenaire. On est la première entreprise partenaire de Arles Créative, qui est un cluster qui se constitue à l'initiative de Patrick de Carolis, maire d'Arles, en lien avec Fisheye, que dirige Benoît Baume. Donc on essaie effectivement d'être très présent dans cet écosystème qui est en train de se structurer
autour des nouveaux territoires de l'image. Le centre Pompidou-Metz a d'ailleurs fait avec toi une visite, d'ailleurs ce que nous a raconté Pierre Wilk, des coulisses en fait de l'expo Archimboldo. C'était a priori incroyable et pourtant en fait ça a très bien fonctionné. Ils nous ont expliqué qu'ils ont trouvé des nouveaux publics, ils ont montré le métier et donc maintenant les différents conservateurs utilisent TikTok pour entrer en relation avec les... Qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es un homme de culture? On voit ton livre qui est derrière, là. Toi qui es aussi un auteur, un musicien. On est très heureux effectivement d'avoir le centre Pompidou-Metz sur TikTok. Et effectivement, il y a un très bon live. Donc on remercie Chiara Parisi d'avoir permis cela. De même qu'on a le Louvre-Lens, le Mucem. Et c'est vrai que la fonction live de TikTok, elle est au moins aussi importante que la fonction vidéo. Les vidéos, donc vous avez vu que la durée augmente, on est passé à 3 minutes, donc on peut vraiment faire du vrai storytelling maintenant sur TikTok. C'est un petit peu l'évolution aussi du cinéma, on commence avec la minute lumière, 52 secondes, et puis petit à petit, on arrive vers des choses plus longues, des formats plus longs. Mais c'est vrai que la fonction live est en train de se développer, de se sophistiquer, et ça devient aussi un outil éducatif. Voilà, ça c'est vraiment intéressant, on peut tout apprendre sur TikTok. On a une TikTok Academy qui fait maintenant plus de 9 milliards de vues. Et donc, on encourage aussi tous les utilisateurs à partager leur passion. Ça peut être effectivement la passion pour le livre, pour le cinéma, pour le théâtre, pour les arts visuels. Et ce que montrait Stéphane à l'instant, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment l'hybridation de tous les contenus. Donc, on sait que depuis les collages de Villègle ou le trompe-l'œil de l'Antiquité, aujourd'hui, l'outil numérique permet d'associer des morceaux de jeux vidéo, des univers immersifs, à de la narration qui peut être aussi de la narration textuelle, de la musique. Donc cette hybridation, elle est extrêmement fertile, c'est pour les créateurs. Et c'est vrai que la 3D, qui est naturelle quand même au regard humain, il est normal qu'elle prenne une place de plus en plus importante sur toutes les grandes plateformes. Est-ce que tu utilises quand même TikTok pour ton livre, qu'on voit derrière? Oui, pardon. Oui, j'utilise effectivement pour tout, et c'est vrai que les auteurs aussi de plus en plus utilisent la vidéo, donc voilà, font des bandes annonces pour rentrer en contact avec leur communauté de lecteurs. Voilà, tout à fait. Non, la communauté BookTok est très forte. Qu'est-ce que ça t'inspire, Stéphane? Parce qu'on voit que finalement, des intuitions que tu as eues sur à la fois le téléphone, la simplicité, la jeunesse, le fait d'être partout, tu les as eues en tant que start-upper, en parallèle de ton autre métier. C'est pas une intuition, c'est juste une observation. On voit Internet appartient aux jeunes aujourd'hui, comme il nous a appartenu en 2000. Pour moi, le seul moyen de comprendre les nouveaux usages digitaux, c'est de regarder ce que fait un gamin de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je vois pas d'autre moyen en fait. C'est pas nous qui allons driver les nouvelles tendances, c'est eux. Et c'est pour ça que Fortnite a énormément joué. Il l'a très bien expliqué, Marc Petit. À la fois on devient acteur, on est là ensemble avec ses potes. Il y a plein de gens plein de gamins qui vont sur Fortnite qui jouent pas, qui sont juste en train de discuter avec leurs potes. Ce qui est impensable 20 ans en arrière. Twitch était impensable il y a 15 ans. Discord. Ou Discord. Encore Discord, c'est pas un jeu, ça reste un moyen de communication. Mais tout est en train de converger forcément, fatalement. Il va falloir s'habituer à ça et réussir à construire relativement de manière cool tout cet écosystème. Les jeunes aujourd'hui sont habitués à avoir leur moi digital qui évolue à une vitesse phénoménale. Et nous, on ne sait même pas ce que c'est, presque. J'ai aujourd'hui 43 ans, je m'accroche comme je peux aux nouveaux usages. Je suis déjà dépassé dans certains trucs, clairement, et je pense que dans 10 ans, je ne comprendrai plus rien. J'espère pas, mais en tout cas, on aura changé J'ai souvent une petite anecdote comme ça. Je jouais quand j'étais lycéen à Street Fighter énormément. Et puis la grand-mère de mon pote qui passait devant la télé, elle disait mais pourquoi vous regardez tout le temps le même film? Et pourtant elle sait ce que c'est qu'une VHS et tout ça, donc c'était vraiment dans un usage complètement différent du sien de l'écran. Donc on est en train d'arriver là. Nous parents, on va pas comprendre ce que vont faire nos ados dans 10 ans. C'est une certitude. On peut regarder le trailer dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, juste en petite introduction, Martial Spirit, qui a été lancé par Rudy Johnstomp,
qui est quelqu'un qui connaît bien le milieu des sports de combat et des arts martiaux, a eu une idée, c'est de créer un métaverse autour des sports de combat. On a trouvé ça génial et avec Steve Moradel, mon associé, on s'est dit c'est super, on veut rentrer dans la partie et du coup on l'a accompagné dans les outils de développement et tout. C'est un projet qui part des États-Unis parce qu'il y a un réseau étendu là-bas et puis tout ce qui est MMA, Kung Fu, tout ça, ça marche très très bien là-bas. Et je vous laisse découvrir à quoi ça ressemble, parce qu'en fait c'est sur 3 types de modes différents. C'est-à-dire qu'il y a de la réalité augmentée, il y a de la télé augmentée avec un téléphone, et il y a aussi de la réalité virtuelle. Et on est en train de mixer tout ça. Il y aura du NFT évidemment, il y aura, on mélange un peu tout, mais sur le prisme des sports de combat, je vous laisse découvrir le trailer, j'espère que ça va vous plaire. Please help us, ça veut dire qu'il y a une communauté derrière? Alors il y a un lancement de communauté via du Kickstarter classique sur des réseaux américains, et il y a aussi un tour de table qui est en train de se finaliser d'investissement pour lancer ce projet qui est très très ambitieux. Une nouvelle ligue en fait virtuelle. Ça peut devenir une ligue, on ne va pas prétendre ça. Pardon. En tout cas, ça va devenir en tout cas un jeu autour de l'avatarisation. On va pouvoir entraîner son personnage, lui donner, si on apprend physiquement les vrais coups de vrais champions, et ben notre personnage saura les faire dans le jeu. Donc physiquement, on apprend. C'est l'histoire du mouvement qui est dans la. Exactement. Pardon ? Pour le kung-fu, par exemple, pour du kung-fu, on va apprendre avec que ça soit sa télé connectée avec la caméra les caméras de téléphone qui détectent les mouvements, ou en VR, on va pouvoir apprendre le bon mouvement de kung-fu, et du coup, ça sera validé et notre personnage pourra l'utiliser dans un combat à la Street Fighter. Et on va pouvoir challenger les gens, on va pouvoir intégrer de la NFT, si on veut, la paire de gants fabriquée par je sais pas qui. Par Marvin Hagler, ou je sais pas quel champion de Kung Fu. Voilà, mais, tout est ouvert, on ne sait pas à quoi ça va ressembler à la fin, mais en tout cas, c'est un projet tellement passionnant, avec un sujet qu'on tient assez à cœur. Il y a un côté manger-bouger, il y a l'esprit aussi des arts martiaux qui est quelque chose qui reste quand même autour de la sagesse, et pas que du combat pur et dur. Enfin, c'est un projet qu'on trouve passionnant et qui rejoint un peu tout ce qui a été expliqué cette semaine sur le futur des plateformes immersives, métavers, cyberspace, ce qu'on veut. On mélange tout ce qu'on connaît et on essaie de proposer à un maximum d'utilisateurs une expérience cross-platform, multiplayer à foison, customisable à volonté, et sur un sujet qui Passion. c'est une passion. Voilà.
Donc tu es à fond, là, ça sort quand? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas quand. Enfin, on espère que d'ici la fin de l'année, on sera lancé en production. Ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille sur le sujet. Voilà. Après, il y a d'autres secteurs qu'on touche, comme l'edutainment, beaucoup avec Bimmersive. Sur d'autres projets, je ne vais pas montrer tous les trailers qu'on a fait, tous les projets sur lesquels on est en train de travailler. Mais voilà, nos secteurs restent de manière globale tournés vers les jeunes. Et on a des projets pour du 4-5 ans, on a des projets pour du 10-12, d'autres pour des adolescents. Il y a une énorme qualité dans tout ce que tu fais, c'est que comme tu es aussi un réalisateur, les trailers sont hyper engageants et on n'a plus le... Vraiment envie de s'y mettre tout de suite. Voilà, on n'a plus la perception... On va souvent appeler pour faire des trailers pour des marques. Non, mais c'est frappant parce que d'habitude, ceux qui font de la technologie mettent en avant la technologie avant l'émotion. Et toi, tu as renversé parce que tu es aussi réalisateur, tu as mis l'émotion avant et c'est d'autant plus fort. Enfin, c'est frappant. La technologie est forcément au service de l'émotion, sinon ça n'a pas de sens. Non, mais ça se voit en plus, tu arrives à le gentil. faire. Non, c'est fort, c'est fort. Ça s'entend, on voit même que dans la salle, tout le monde est pris, quoi, comme un vrai trailer. Cool. C'était l'effet escompté. Oui. Eric, le mot de TikTok sur ce que tu viens de voir? Eh ben, non, c'est très intéressant parce que je partage complètement l'analyse de Stéphane, c'est-à-dire que la réalité augmentée, elle permet des révolutions incroyables dans les arts visuels, mais aussi dans le sport. Et le sport est devenu une composante très importante de TikTok. Vous l'avez vu au moment de l'Euro. Le hashtag Euro 2020 a été utilisé plus de 1 milliard de fois. Vous l'avez vu aussi pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc le sport et aussi l'éducation, voilà, qui est un peu le troisième volet aussi sur lequel on essaie d'être très présent. Et ce que je dirais aussi, c'est que pendant peut-être au XXe siècle, il y a eu une espèce de distanciation, de dichotomie entre la pratique amateur et la pratique professionnelle, que ce soit dans le cinéma, parce qu'il fallait mobiliser des moyens de production importants, coûteux, et aussi évidemment dans le sport, où à un moment donné, les compétitions ont été de plus en plus réservées à des publics professionnels. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les deux se rapprochent, voire se réunissent, tout particulièrement dans les arts visuels. Et c'est un petit peu une petite révolution aussi que TikTok et d'autres, bien sûr, puissent donner finalement une place très démocratique aux artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qu'ils aient 10 ans, 15 ans ou 30 ans ou 110 ans. Et finalement, à travers l'algorithme, c'est aussi la communauté des utilisateurs qui décide de voir tel ou tel et de promouvoir telle ou telle œuvre, tel ou tel film ou telle performance sportive. Voilà, donc je pense que c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, on essaie plutôt de fédérer des communautés, que on peut avoir n'importe quel métier et à côté une passion. Et ben sa passion, on peut rivaliser avec un grand professionnel. Super. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on va encore parler longtemps de Bimmersive et encore plus de TikTok, mais bravo Stéphane. Merci. Et Steve.